Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons continuer l'exploration de Camera Raw. Nous allons parler flux de travail et voir plus en détail les réglages de base. Je ne vais pas dans cette vidéo prendre une image et vous montrer un résultat fini après l'avoir paramétré, mais je vais détailler tous les réglages de base, ce qui vous permettra, vous, de commencer à travailler sur vos propres images. Je vous montrerai aussi du coup comment sortir ensuite cette image, soit en tant que produit fini, soit alors la sortir dans Photoshop. Alors cette vidéo est un petit peu longue parce qu'on a énormément de choses à voir aujourd'hui et la prochaine fois, si ça vous dit, dites-le moi dans les commentaires, nous ferons des précisions sur des réglages que nous venons voir d'une manière un petit peu précise. On aura encore beaucoup de choses à voir sur Camera Raw puisque Camera Raw est un module extrêmement riche en paramètres. Bien, alors je vais partir avec cette image ici. Donc je suis toujours dans Bridge. Je vais faire un clic droit et je vais travailler directement dans Camera Raw mais dans Bridge. Comme ça m'évitera d'ouvrir Photoshop. Ok, donc je choisis ici d'ouvrir dans Camera Raw. Si vous n'avez pas Bridge, vous pouvez bien sûr ouvrir cette image directement dans Photoshop et elle s'ouvrira automatiquement dans Camera Raw. Donc je vais cliquer ici sur la double flèche pour avoir l'interface adaptée à mon écran. Et on va parler aujourd'hui flux de travail et réglages de base. Donc quand on voit Camera Raw, on voit qu'il y a beaucoup de paramètres. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un ordre d'utilisation des paramètres? Qu'est-ce qu'on doit paramétrer en premier? Est-ce que l'on doit changer la couleur, la luminosité, la géométrie, les corrections optiques, etc. Bon, ça c'est une affaire de goût, puisque tous les paramètres peuvent être à tout moment modifiés. Donc c'est à vous à définir votre flux de travail. Moi je vais vous indiquer ici plus ou moins ma propre logique, ce sera à vous de vous faire une idée et d'adapter ce flux de travail à votre façon de faire. La fois d'avant, nous avions vu que lorsqu'on ouvre une image dans Camera Raw, elle était déjà plus ou moins traitée. Elle avait déjà des paramètres par défaut prédéfinis qui sont appliqués. D'accord, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais sachez que cette image elle s'est ouverte ici avec déjà des réglages. Ok, si vous constatez que par exemple l'image est trop nette, ça on me l'a dit il y a pas longtemps, lorsque j'ouvre une image dans Camera Raw, elle apparaît très bruitée. Alors ça c'est un truc qu'il faut aller tout de suite voir dans détail. Détail qui se trouve dans le volet modifier, nous l'avions vu aussi la dernière fois. Dans détail, en fonction du paramètre prédéfini que vous avez utilisé, lors de l'ouverture, vous aurez peut-être du bruit parce que l'image que vous avez ouverte n'est pas adaptée à ces paramètres de réglage de détail. Donc ici, vous allez pouvoir régler la netteté, mais aussi la réduction du bruit. Donc attention, ici par défaut, c'est pas ouvert. Donc pour voir tous les paramètres, ici dans détail, il faudra cliquer sur la petite flèche blanche, ça aussi nous l'avions vu la dernière fois, afin d'ouvrir tous les paramètres. D'accord, donc je ne vais pas aujourd'hui faire un cours ici sur le paramètre détail. Si ça vous intéresse, on pourra revenir dessus, mais sachez que vous avez déjà un réglage de la netteté qui se fait dès que vous ouvrez une image. D'accord, donc ça dépend du paramètre prédéfini que vous avez choisi pour ouvrir vos images. Donc si vous trouvez que ça ne va pas, allez là-dedans et faites des bidouilles. On reviendra là-dessus plus tard si ça vous intéresse. L'autre chose que vous pourrez vérifier tout de suite, c'est l'optique. Est-ce que j'ai besoin de faire des corrections optiques de mon image avant de faire d'autres corrections? Vous allez ouvrir optique. Vous pouvez cliquer sur profil ici et cocher supprimer l'aberration chromatique si vous en avez, si vous savez que l'objectif que vous avez utilisé en produit. Donc quand vous faites ça, automatiquement Camera Raw va essayer de supprimer l'aberration chromatique, donc j'en ai pas ici, donc si ça fera rien. Et vous pouvez aussi demander d'utiliser des corrections de profil. Si Camera Raw reconnaît votre objectif, il va automatiquement aller chercher dans sa base de données les corrections qui sont applicables à cet objectif. Regardez, si je clique ici, hop, donc ça a été très léger, mais Camera Raw a reconnu que j'utilisais ici un objectif Canon 1740 mm f4L, d'accord, et il lui applique des corrections. Donc au niveau du profil ici, il a reconnu un EOS 1D Mark III, mais c'était pas le cas. Donc je vais plutôt aller choisir ici Adobe, donc le réglage d'Adobe. Donc ça fait un autre petit réglage. Donc on a la possibilité ici de mettre des profils très spécifiques à votre appareil photo, donc au combo appareil photo objectif. D'accord, donc ici visiblement il n'a pas
ces réglages liés à mon appareil photo. Donc si ça vous intéresse, c'est pareil, ça on pourra faire un cours spécial là-dessus pour expliquer comment aller récupérer ces profils, les mettre dans Camera Raw, etc. etc. Donc aujourd'hui je sais que ça va être un petit peu long parce qu'on va parler des réglages de base, donc j'en parlerai pas, enfin je vais pas détailler ça aujourd'hui. Si vous constatez qu'ici c'est pas super nickel, même avec le profil reconnu, vous avez en dessous ici la possibilité de jouer à nouveau sur la déformation et sur le vignettage. Idem pour la frange, qui est la correction de l'aberration chromatique. Si vous trouvez que ça n'a pas très bien fonctionné, vous cliquez ici sur la flèche, hop, et vous allez opérer des corrections très précises. Donc là c'est pareil, il faudra que je vous montre ça en détail pour vous montrer comment ça fonctionne, parce que c'est assez intéressant. Donc je referme ça, et si vous n'avez pas votre objectif reconnu là-dedans, eh bien vous cliquez sur manuel, et vous pourrez faire ce réglage à la main. Donc déformation et vignettage. Donc là aussi c'est d'habitude c'est fermé, donc il faut l'ouvrir et vous allez pouvoir régler tout ça. Ok. Bien, allez, ceci étant dit, on va voir tout de suite ce qu'on peut faire comme réglage de base. Avant les réglages de base, il y a quand même quelque chose qu'il faut vérifier, c'est ici le profil. Quel profil vous êtes en train d'utiliser? Et oui, donc attention, les profils couleurs ici, ça n'a rien à voir avec les paramètres prédéfinis que l'on a lorsqu'on ouvre une image dans Camera Raw, bien que celle-ci puisse être enregistrée en plus. Donc les paramètres prédéfinis, c'est tous les réglages qu'on peut faire là-dedans, même là-dedans, et qui sont enregistrés dans un fichier. Donc ça en fait partie, les profils. Mais, regardez, si j'ouvre ici les réglages de base, que je change ici, tac, le profil, donc si je prends un profil par exemple paysage, tac, vous voyez l'image a légèrement changé en termes de couleur, mais ici c'est toujours pareil, ça n'a pas changé, d'accord? Donc ça, les profils ici, c'est vraiment des profils couleurs qui sont appliqués avant même de commencer à faire des réglages. Donc ici, si je choisis Adobe Couleur, je me retrouve avec ça. Si vous êtes très intéressé à voir exactement les réglages que vous avez mis dans votre appareil photo, donc à l'écran ici dans Camera Raw, vous allez choisir dans le profil ici, cliquez sur parcourir, d'accord, et vous avez ici rendu de l'appareil. Vous cliquez là-dessus, tac, vous avez des profils qui sont ceux de votre appareil photo. Donc moi j'en ai pas tant que ça, j'ai fidèle, neutre, paysage, portrait, standard. Voilà, donc tout ça, vous voyez, il suffit de survoler un profil pour ici, eh bien, le voir appliqué à l'écran, donc avant même de cliquer dessus. D'accord? Si un profil que vous utilisez très régulièrement, vous pouvez cliquer sur cette petite étoile en haut à droite, hop, pour le mettre dans la case favori ici, enfin dans le volet favori. Ok? Donc là j'étais dans le rendu de l'appareil. Vous avez aussi les rendus de Camera Raw, d'accord? Qui peuvent être même parfois noir et blanc, hein, d'accord? Très bien. Et vous avez en dessous artistique et moderne, noir et blanc, vintage et tout ça. Donc ça, ce sont d'autres types de réglages de profil que vous avez là. Tac, tac, tac. Ok, donc ça, c'est à vérifier aussi avant d'attaquer les réglages de base. Donc je vais cliquer ici sur retour. Sinon, si vous cliquez sur les petits points ici, vous avez la possibilité de changer l'apparence, enfin l'affichage de ces profils. Hein, soit c'est en gris comme c'était le cas ici, soit alors c'est sous forme de liste. Vous pourrez afficher tout ou juste ce qui est en couleur ou en noir et blanc, etc. Donc là, c'est pas très intéressant. Je clique sur retour et je me retrouve donc ici. Ok, donc ça c'était les profils qu'il faudra bien vérifier avant. Hop, puisqu'on en est dans les profils couleurs, attention une chose, Camera Raw utilise des moteurs de rendu, d'accord, qui évoluent dans le temps, et vous les trouverez dans étalonnage. Voilà, dans étalonnage, vous avez processus ici. Vérifiez que vous êtes avec la version actuelle, puisque vous voyez, on en est déjà à la 5e version, et il y a certaines versions qui sont vraiment très différentes en termes de réglage. Si je regarde ici dans réglage de base, regardez bien ce qui se passe ici. On va regarder ici sur exposition, contraste, ton clair, ton foncé, blanc et noir, d'accord? Eh bien, si je me mets avec la version 1, vous allez voir que c'est pas du tout ça. C'est ici exposition, récupération, lumière d'appoint, etc. Donc c'était comme ça que on utilisait Camera Raw à l'époque, c'était avec ces réglages. D'accord? Donc c'est intéressant ça, parce que du coup si vous aviez développé des photos avec les vieilles versions de Camera Raw, eh bien vous pourrez toujours l'ouvrir dans un Camera Raw moderne et essayer de voir si vous ne pouvez pas améliorer ce développement avec le processus récent.
D'accord? Et d'ailleurs, vous avez une petite alerte ici pour vous dire, attention, là, tu n'utilises pas le processus actuel de Camera Raw. Donc ça peut être voulu, hein, peut-être que vous êtes plus à l'aise avec l'ancienne version. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez choisir la version qui vous convient et supposer que c'est la version 5. Ok. Après là, si vous êtes curieux, pourquoi il y en a des réglages ici et pourquoi ça s'appelle étalonnage? Eh bien parce que si vous êtes un photographe très consciencieux en termes de rendu de couleur, vous pouvez bien sûr étalonner le rendu de Camera Raw en fonction de votre combo appareil photo objectif. Donc pour cela, vous faites une prise de vue avec une mire de couleur et vous pouvez ensuite cliquer ici pour aller échantillonner des points de couleur sur cette mire. Admettons que voilà, je clique ici sur le orange du bateau, là, tac, ça me pose une épingle dans l'image, d'accord, avec ici les références en RGB de cette couleur. Et je peux ensuite, si je connais exactement la valeur de cette couleur-là en RGB, eh bien faire des corrections pour les couleurs rouge, verte et bleu primaire, ainsi que pour les tons foncés. Et eh bien, une fois que j'ai fait tous ces réglages-là, je peux sauvegarder cela, bien sûr, en tant que paramètre prédéfini et l'utiliser à l'ouverture d'un fichier de ce type la prochaine fois. D'accord? Donc ici, nous, on ne va pas du tout aller aussi loin, mais voilà à quoi ça sert, ça, en fait. Donc je vais cliquer ici pour fermer ça, ou alors j'aurais pu cliquer ici. Voilà. Très bien. Allez, on va pouvoir commencer vraiment à voir les réglages de base. Donc les réglages de base, hein, on est dans modifier, hein, depuis tout à l'heure, ici, modifier raccourci E. Et vous pourrez, dans ces réglages de base, eh bien, refaire au début la balance des blancs. Vous avez trois manières de faire. Soit vous allez choisir ici dans la liste des paramètres prédéfinis. Donc tel quel, c'est la valeur que vous avez définie à la prise de vue. Sinon, vous pouvez dire auto. Et dans ce cas, eh bien, c'est comme si c'était votre appareil photo qui définissait lui-même la balance des blancs. Ok. Sinon, hop, donc ça c'est auto. Sinon, vous pouvez choisir lumière naturelle, nuageuse, ombre, etc. Ou personnaliser. Donc tout ça, ce sont des paramètres prédéfinis. La deuxième manière, avant d'attaquer la pipette, c'est d'utiliser ici les curseurs température éteintes. Un petit rappel, lorsque vous modifiez des paramètres dans Camera Raw, soit vous mettez le curseur sur le nom et vous avez une double flèche, vous allez pouvoir régler comme ceci avec un glisser la valeur, soit alors vous déplacez le curseur, soit alors vous rentrez une valeur ici, ou même vous pouvez utiliser les flèches haut et bas de votre clavier pour être très précis. Ok, donc ici je vais pouvoir modifier la température manuellement, d'accord, et la teinte. Donc ça c'est pour la balance des blancs. Si vous avez une référence ici grise dans votre image, eh bien vous pourrez utiliser cette pipette ici et cliquer sur une zone que vous savez être parfaitement grise. Donc si vous n'avez pas de charte, eh bien ça va être un peu difficile. Ou si vous avez une bonne mémoire et que vous saviez que ça c'était gris, par exemple ici, ce silo, tac, eh bien vous allez pouvoir refaire très précisément la balance des blancs grâce à cette pipette. Ensuite, en dessous, on va avoir les réglages de luminosité et de contraste. Donc vous avez tout en premier l'exposition, les tons clairs, les tons foncés, les blancs et les noirs. D'accord? Donc ça, ces réglages-là, vous allez les faire en jetant un œil sur l'histogramme. Donc l'histogramme représente la distribution de vos pixels en fonction de leur luminosité. Donc ici, il faut imaginer que vous avez en abscisse un dégradé qui va du noir à gauche au blanc à droite. D'accord? Donc quand vous voyez un pic ici de bleu dans cette zone-là, c'est qu'il y a beaucoup de bleu dans des zones qui sont très lumineuses. Et c'est le cas ici, on voit très bien tout ce ciel ici, et même il y a beaucoup de bleu très clair dans le reflet de l'eau ici. Donc il se situe là. Donc on voit les couleurs, on voit le rouge, le vert et le bleu, on voit aussi le mélange des couleurs, puisqu'on peut voir du jaune, du magenta, du cyan, et on voit en gris ici, eh bien, la couche composite des trois couleurs. Donc ça c'est hyper important de jeter un œil là-dessus lorsqu'on fait des réglages de luminosité. Donc comment ça fonctionne ici? Très simplement, lorsque vous allez déplacer le curseur ici d'exposition, vous allez augmenter, donc vous pouvez aller à plus 5 et à moins 5, donc ça c'est plus 5 IL, d'accord, donc c'est indice de luminosité. Lorsque vous mettez en plus 1, eh bien vous avez augmenté par 2 la quantité de lumière dans l'image. D'accord. Et donc vous avez vu, ça a déplacé la distribution des pixels vers la droite. Bien, alors ça c'est l'exposition, c'est facile à comprendre. Petite astuce, si vous double-cliquez sur le curseur, tac, vous remettez le curseur à sa valeur d'origine.
Ensuite, en dessous, on a le contraste. Donc le contraste, ça va étirer l'histogramme, c'est-à-dire que les valeurs sombres vont devenir encore plus sombres, les valeurs claires vont devenir encore plus claires. Regardez ce qui se passe. Si j'augmente le contraste, c'est ce qui se passe. Regardez, hop, vous voyez, l'histogramme s'étire, comme ceci. Ok, et si je veux, je peux décontraster au contraire, et je vais avoir quelque chose d'assez gris. Si tout est recentré, eh bien, ça devient très gris. Ok, ensuite on a les tons clairs, eh bien, on va pouvoir régler les tons clairs. Donc là, on commence à se restreindre dans l'histogramme. On s'intéresse uniquement aux tons clairs, alors qu'avec l'exposition, on s'intéresse à tous les tons. Et ensuite, pareil pour les tons foncés. Donc là, ça sera plus par ici. Et ensuite, vous avez le blanc et le noir. Donc là, ce sont les extrêmes. Donc là, vous allez pouvoir régler d'une manière très précise ces valeurs. Chose hyper intéressante, c'est que vous avez remarqué que lorsque je passe mon curseur dans l'histogramme, vous avez des segments qui apparaissent en gris. Et bien ces segments représentent en fait les valeurs ton clair, ton foncé, blanc et noir, et même exposition pour le centre. Donc, vous voyez ici, si je fais un cliquer glisser à ce niveau-là, vous voyez, regardez bien la valeur ici d'exposition, elle change. Ok. Donc je peux directement dans l'histogramme faire mes petits réglages. Je peux dire voilà, je souhaite modifier l'exposition, voilà, je fais un cliquer glisser ici. Je souhaite que les blancs soient un petit peu moins blancs, donc je vais me mettre ici et je vais tirer vers la gauche, voilà, etc. Je veux que les noirs soient un petit peu plus noirs, donc ici, hop, etc. Donc voilà, vous pouvez être très très précis si vous voulez à travailler directement dans l'histogramme. Donc il faudra par contre bien éviter de ne pas écrêter les valeurs, c'est-à-dire de ne pas avoir des zones trop noires ou trop claires. Camera Raw vous aide dans cette tâche grâce à ces petits curseurs ici, entre autres, je vous montrerai qu'il y a d'autres choses, lorsqu'ils sont cochés. Alors vous avez des raccourcis, U ou et O, d'accord. Donc si j'appuie sur U, je décoche ici, et si j'appuie sur O, tac, je coche là. Donc on voit tout de suite, lorsque c'est sélectionné, c'est entouré de blanc. Et ça va nous servir à quoi? Eh bien à afficher dans l'image les zones qui sont soit écrêtées dans le noir, soit écrêtées dans le blanc. Regardez, si je prends l'exposition, ici que j'exagère, je vais l'augmenter, augmenter, augmenter. Au bout d'un moment, voilà, on va voir apparaître en rouge ce qui est écrêté, c'est-à-dire ce qui est totalement blanc. On a perte de détail ici. Si j'imprime ça, eh bien, tout ce qui sera rouge ici, ce sera la couleur du papier. Donc si je décoche ici l'alerte, voilà, on voit très bien que eh bien, on ne voit plus, on ne sait pas en fait si on a écrêté ou pas. Bon, il suffit de jeter un œil sur l'histogramme pour tout de suite se rendre compte qu'il y a un problème. Donc ça c'est intéressant. Lorsque vous êtes dans les noirs, eh bien ce sera en bleu. Voilà, ça va s'afficher en bleu. Ok. Donc c'est pas la peine d'aller si loin, il suffit ici tout simplement de dire que les noirs sont très noirs, voilà, pour faire apparaître des zones écrêtées en noir. Et si je décoche ici l'option, donc j'appuie sur U, voilà. Donc là je suis pas censé m'en apercevoir si je regarde pas l'histogramme ou si je fais pas appel à l'alerte. Bien, alors vous avez un truc intéressant, c'est que vous pouvez aussi avoir des alertes lorsque vous manipulez les curseurs. Lorsque vous appuyez sur la touche Alt et que vous déplacez le curseur d'exposition, vous avez l'image qui est toute noire lorsque vous n'avez aucune zone écrêtée. Et si vous tirez à fond vers la droite, vous allez voir apparaître des couleurs qui sont écrêtées, donc qui sont arrivées en butée à droite de l'histogramme. Donc ça, c'est pas bon. Si je vais dans l'autre sens, ça va rien faire. Par contre, si je le fais au niveau des tons foncés, et bien là, lorsque l'image est toute blanche, vous n'avez pas d'écrêtage dans les valeurs foncées, d'accord. Je vais le faire ici au niveau des noirs. Là, vous allez voir aussi apparaître l'image en blanc. Et dès que vous voyez apparaître des choses comme ça, c'est que là, vous écrêtez les valeurs sombres. Ok. Ton clair, pareil, vous pouvez, si vous appuyez sur Alt, voir les zones écrétées. Ton foncé aussi, d'accord. Bien, alors si vous voulez, au lieu de double-cliquer sur un paramètre pour le remettre à 0, vous pouvez appuyer sur Alt et vous voyez ici réinitialiser si dès que vous passez le curseur sur un réglage. Ok, donc ce que je voulais vous montrer maintenant, donc une fois qu'on a vu exposition, qu'on a compris comment fonctionnait l'histogramme et avoir les petites alertes, vous avez en dessous des paramètres de ici. Donc texture, clarté et correction du voile. Texture et clarté, ça va vous donner du contraste local. D'accord, donc le paramètre contraste ici, contraste l'entièreté de l'image. Et bien ici, texture et clarté, ça ajoute du contraste localement. Donc, je vais zoomer ici sur la corde pour vous montrer le fonctionnement. Donc clarté, ici, vous allez agir localement au niveau de contraste, mais sur des zones assez larges.
Ah, vous voyez, si je fais ça, vous voyez, ça commence à faire apparaître, regardez, on voit ici des petites franges autour des contours larges. Alors, je vais désactiver ici les alertes, voilà. Ok, donc essayez de jouer avec ce réglage clarté. Donc c'est le contraste local, mais local assez large quand même. Donc vous voyez quand même ce qu'on peut récupérer comme détail, quoi. C'est intéressant. Donc là, on ne se rendrait pas compte qu'il y avait une espèce de reflet comme ça sur la coque. Là, si j'augmente la clarté, on voit quelque chose. Donc ça peut donner des effets intéressants. Mais attention à ne pas trop pousser, sinon vous allez avoir apparaître des franges qui ne sont pas toujours superbes. Ensuite, attention, lorsque vous faites ça, eh bien, vous modifiez aussi parfois, voyez, vous induisez un petit peu de changement de luminosité. Donc lorsque vous faites ça, vous pourrez baisser, par exemple, les blancs. Vous pourrez peut-être réduire les blancs, etc. ou les tons clairs. Pour vous dire que tout ça, c'est interconnecté. Donc lorsque vous faites une modification de la clarté, eh bien, vous agissez sur le contraste local. Donc le contraste, c'est ni plus ni moins une affaire de luminosité, mais localement. Donc attention à ne pas aussi, du coup, bouleverser les réglages que vous avez fait ici. Donc moi ici, franchement, j'ai fait des réglages au pif. C'est juste pour vous expliquer dans un premier temps comment ça marche. Là, j'ai pas du tout fait quelque chose d'intéressant pour cette image. On verra ça dans d'autres exemples. Très bien. Ensuite, vous avez texture. Eh bien, texture, c'est la même chose, mais en beaucoup plus précis. Donc c'est une modification du contraste local, mais encore plus local, on va dire. Donc ici, au niveau de la corde, vous voyez, si je pousse texture, hop, je vais avoir... ça se voit plus au niveau de la coque. Ici, regardez, là, il est à 100, donc ça va de moins 100 à 100. Vous voyez, si je fais ça, j'obtiens bien plus de texture. Ça contraste localement et ça me donne un peu plus de détails. Donc ça, c'est pareil. Il faudra bien vérifier ensuite si on n'a pas bouleversé un petit peu les valeurs hautes et même les valeurs sombres. Ensuite, vous avez correction du voile. Alors correction du voile, ça va pas être intéressant dans cette image-là. Ça sera intéressant lorsque vous aurez des images qui sont voilées par quoi? Bien par l'humidité que vous avez dans l'atmosphère. C'est ça le voile. Peut donc atténuer les objets qui sont lointains. D'accord? Donc ici, vous pourrez booster donc cette valeur. Donc vous voyez ce que ça fait au niveau de l'atmosphère. Ça, ça corrige le voile, mais attention, ça ajoute du contraste aussi un petit peu partout. Donc ça, il faut vraiment l'utiliser de manière, c'est vraiment au cas par cas, quoi. D'accord? D'ailleurs, si je mets la valeur en négatif, je peux faire des effets de flou sur certains portraits, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. La clarté, c'est pareil, si je booste, si je le mets en négatif, je vais avoir des effets de flou comme ça qui peuvent, je trouve pas ça top, mais à voir, pourquoi pas, pour avoir des petits effets. Très bien, ensuite vous avez vibrance et saturation. Bien ici, on s'intéresse à la saturation des couleurs. La saturation, c'est la saturation des couleurs, comme ça l'indique. Ok, hop, vous voyez, ça booste les couleurs, ça les sature. Attention, ici, ça peut les écrêter. D'ailleurs, j'ai une alerte. Vous voyez, le jaune est écrêté parce que j'ai trop poussé la saturation. La vibrance, ça va augmenter la saturation, mais on va dire que, alors, vibrance, c'est un algorithme qui fait en sorte que les couleurs qui sont déjà saturées ne le sont plus à partir d'un moment. Donc c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus intéressant que saturation. Et c'est prévu aussi pour ne pas trop saturer la couleur de la peau. Donc ça sera, on va dire, ça ira plus dans la finesse que saturation. Mais rien ne vous empêche de jouer avec les deux. C'est que ça peut nous arriver de jouer avec les deux valeurs. Donc voilà, sachez juste qu'il y en a un qui est, on va dire, moins limité que l'autre. Saturation, ça va saturer les couleurs sans se soucier de la saturation des couleurs qui sont adjacentes. Tandis que vibrance, oui, dès qu'il y a des couleurs qui arrivent au taquet de la saturation, elles ne sont plus saturées alors que vous pourrez continuer à saturer les autres. Voilà, c'est ça, vibrance. Ok? Bien. Si vous mettez la saturation à 0, vous pouvez commencer à faire du noir et blanc. Ok. Alors, ça, c'est les réglages de base, d'accord? Donc c'est vraiment hyper important dans votre flux de travail, après tout ce que je vous ai montré, d'attaquer par ça, d'accord? Donc réglage de la balance des blancs, ensuite vous faites l'exposition, je vous ai montré comment faire, utilisez Alt pour bien voir les zones écrêtées, et ici la texture c'est le contraste local, et si vous avez des images qui sont voilées, vous pouvez utiliser la correction du voile. Ensuite vous pourrez jouer avec la vibrance et la saturation. Après je vais juste vous montrer comment supprimer
les défauts que vous avez ici. Enfin, c'est la poussière. Ok. Ici, j'ai une petite poussière qui est due donc à mon capteur qui est carrément sale ici. Comment on fait pour supprimer ça? Eh bien, vous allez cliquer ici sur le pansement que vous avez en haut à droite ici, raccourci B, d'accord? Donc si j'appuie sur B, tac, je vais me retrouver avec les paramètres de l'outil corriger. Vérifiez juste ici que le paramètre texte, alors je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça texte, mais c'est plutôt mode, que vous êtes ici en mode corriger et non pas en mode dupliquer. On va voir les deux modes rapidement. Corriger, c'est vraiment celui qui va fonctionner le mieux pour supprimer les poussières dans le ciel, puisque il faut se dire que cet outil-là fonctionne un petit peu comme l'outil correcteur dans Photoshop. Donc il utilise un algorithme qui est sensiblement le même. Donc lorsque vous êtes avec le paramètre corriger, eh bien Photoshop va utiliser la texture de la destination pour la mettre sur la source en mélangeant la luminosité et la couleur de la destination. D'accord? Alors que si vous êtes sur dupliquer, vous allez tout simplement faire que dupliquer les pixels. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous avez votre curseur qui apparaît comme ceci, avec un rond plein et un rond pointillé. Le rond-point, c'est la taille. Okay, donc si j'augmente, vous voyez, le rond augmente. Et le contour progressif, c'est le rond pointillé. Donc si j'augmente le contour progressif, on voit très bien voilà, que les deux ronds se séparent. Et donc on s'imagine bien que le rond plein, eh bien, c'est l'endroit où l'effet maximal. Et le rond pointillé, c'est là où bien, ça s'estompe. D'accord. Si vous utilisez la molette de votre souris, vous pourrez augmenter et réduire la taille. Pas la peine d'aller retourner ici. Okay. Donc la molette, c'est intéressant. Si vous appuyez sur majuscule, eh bien, vous allez pouvoir modifier le contour progressif. D'accord? Et comment ça marche ça? Eh bien, vous avez deux façons de faire. Soit vous faites un cliquer-glisser, comme je vais faire ici pour cette tâche. Et donc, dans ce cas, vous pouvez dessiner une zone. La zone que vous avez dessinée, Camera Raw va essayer automatiquement d'aller chercher la zone la plus adaptée pour corriger ce que vous avez indiqué ici. Donc, vous avez une petite punaise ici rouge, c'est la zone que vous corrigez, et la verte, c'est celle qui sert à la correction. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez cliquer sur la zone verte et dire non, moi c'est ici que je souhaite que tu me prennes l'échantillonnage pour corriger. D'accord? Donc vous pouvez le déplacer. Donc ça c'est vachement intéressant. Puis regardez un truc, si je mets la corde ici, eh bien je vais faire apparaître, tac, la corde là. Donc on pourra faire aussi des copier-coller de zones. Si vous voulez faire un photomontage rapide avec des mouettes dans le ciel, eh bien, pas besoin de passer dans Photoshop. Vous pouvez utiliser ça. Vous pourrez par contre supprimer une mouette d'un côté et puis la mettre ailleurs. Bon. Ça aussi, si vous voulez, on pourra faire des exos là-dessus, c'est assez rigolo. Donc ça, c'est la première façon de faire. Je vais supprimer cette punaise, vous allez voir comment, avec Alt enfoncé, j'ai un petit ciseau. Et si je clique sur la punaise, tac, voilà, je supprime cette punaise. Je peux aussi faire un simple clic, d'accord? Si je fais un simple clic, tac, je fais un rond, et automatiquement, voilà, j'ai plus de punaises qui vont apparaître, mais j'ai des ronds rouges et un rond vert. Je peux cliquer et déplacer ce rond où je veux. Et chose intéressante, si je me mets à la périphérie du rond, je vais pouvoir agrandir la zone ici. Donc vous voyez, ça me corrige bien mon petit problème de poussière. Si vous avez du mal à voir les poussières, eh bien sachez que vous pouvez ici cliquer sur afficher les détails. Et dans ce cas, vous passez l'image en noir et blanc, d'accord, et vous allez ensuite... Alors, pour changer l'échelle ici avec cet outil, c'est pas évident parce que si j'appuie sur Alt, j'ai pas accès à la molette de la souris. Donc je vais aller choisir ici, tac, taille d'écran. Voilà. Donc vous voyez ce qui se passe. Vous avez l'image qui apparaît comme ça avec les contours affichés seulement. Et vous pourrez ici afficher les défauts comme ceci. Donc si je booste le curseur à droite, je vais voir plus de défauts que je ne pouvais pas voir à l'œil nu. Donc je vais faire ici espace contrôle ou espace commande pour avoir le zoom. Vous voyez, cette poussière-là, je ne la voyais pas. Donc je peux ici ensuite prendre l'outil, me mettre pile dessus, tac, et voilà. Alors là, vous voyez, ça ne me donne pas un bon résultat. Pourquoi? Parce que, voilà, je vais cliquer ici pour ne pas afficher les défauts, parce que je suis avec le paramètre corriger, et ça bave un peu. Donc c'est comme avec l'algorithme de l'outil correcteur dans Photoshop, ça a tendance à baver lorsque les contours ont un fort contraste. Ici, ben, au lieu de me mettre sur corriger, je peux me mettre ici sur dupliquer. Et dans ce cas, si j'ai pas de différence de luminosité entre la zone d'échantillonnage et on va dire entre la zone de source et de destination, eh bien ça peut fonctionner. Si je décoche ici incrustation, tac, je verrai que non, pas du tout, ça n'a pas du tout fonctionné, puisque on voit la supercherie ici. Donc, eh bien, pourquoi pas on va essayer de corriger comme ceci, c'est-à-dire que ça, je vais essayer de le mettre là pour voir, hein, c'est pas dit que ça marche.
Ok, donc ça marche pas non plus. Donc je vais me remettre ici sur corriger. Hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça ici. Et le déplacer jusqu'à trouver. Ah oui, dès que je quitte le bord, j'obtiens un résultat qui est pas top. Ah là, ça marche bien. Tac. Voilà. Pourquoi ça marche bien? Parce que c'est pile la même taille à ce niveau-là. Donc là, ça a bien fonctionné. Donc voilà, vous voyez que quand on a des bords qui sont très contrastés, ça marche pas très bien. La solution ici, ça aurait été aussi peut-être de réduire le rond, hein, afin que ce soit plus petit, ou de dessiner une zone, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui est pile poil sur la poussière, et peut-être de ne pas mettre de contour progressif. Donc voilà, à vous de voir comment vous pourrez utiliser cet outil pour supprimer les poussières. Bien, alors je vais ensuite, eh bien je vais pas aujourd'hui bien sûr détailler les autres paramètres puisque la vidéo est déjà hyper longue, bien trop longue pour une vidéo YouTube. Veuillez m'en excuser, mais voilà, il y avait beaucoup de choses à dire cette fois-ci. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est soit cliquer sur terminer. Si vous cliquez sur terminer, l'image ne sera pas ouverte dans Photoshop, mais par contre, tout ce que vous avez fait là comme réglage, c'est sauvegardé. La prochaine fois que vous ouvrirez votre image dans Camera Raw, eh bien vous aurez tous ces paramètres-là qui seront enregistrés, qui vont revenir, puisque c'est enregistré dans un fichier XMP, dans des métadonnées. Ou bien si vous décidez d'enregistrer votre image, vous pouvez cliquer ici pour convertir et enregistrer l'image. Si vous cliquez là, vous avez des choix, donc vous regarderez, vous avez l'emplacement de l'image. Vous pouvez décider de la sauvegarder soit en JPEG, soit en DNG, donc c'est du digital négatif, hein. Donc ça redevient un fichier brut, hein. Mais si vous voulez exploiter cette image-là, vous pouvez la sauvegarder en JPEG, en TIFF ou même au format Photoshop. Et même vous avez du PNG, d'accord. Ensuite, vous pouvez changer le nom de l'image. Et là, vous aurez des paramètres en fonction du type de fichier que vous avez choisi. Donc, si c'est du JPEG, eh bien, il faudra définir la qualité, etc. Vous avez l'espace colorimétrique, très intéressant, de savoir quel espace colorimétrique vous allez utiliser. Et la profondeur, est-ce que vous passez en 8 bits? Donc, avec le JPEG, c'est obligatoire. Mais si vous mettez, par exemple, en TIFF ou en Photoshop, eh bien, vous pourrez choisir, c'est ici pardon le format que vous choisissez et non pas là, c'est pour choisir si c'est en majuscule ou en minuscule. Donc si c'est par exemple le format Photoshop, vous pourrez choisir du 16 bits, d'accord. Donc 16 bits, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous avez beaucoup plus de valeur de luminosité pour chaque couche que le 8 bits, etc., etc. Là, si vous voulez redimensionner l'image, vous pouvez redimensionner. Okay, donc ça, c'est si vous souhaitez sortir l'image que vous venez de faire directement. Donc là, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de passer dans Photoshop, encore une fois. Si par contre, vous avez besoin de passer dans Photoshop, eh bien, vous pouvez le faire. Attention, vous avez ici soit ouvrir un objet. Donc vous allez ouvrir un objet dynamique, donc ça sera très intéressant d'ouvrir un objet dynamique dans Photoshop à partir d'un fichier brut, parce que si vous êtes trompé, il suffira de double-cliquer sur l'objet dynamique pour retourner dans Camera Raw, d'accord. Si vous appuyez sur majuscule, eh bien vous avez ouvrir, d'accord. Donc soit ouvrir un objet, si vous appuyez sur majuscule, vous avez ouvrir. Sinon vous cliquez sur la petite flèche et vous pouvez décider d'ouvrir tout simplement, ou alors d'ouvrir une copie, ou d'ouvrir en tant qu'objet dynamique. Très bien, alors ce paramètre-là, ouvrir un objet ou ouvrir, vous pouvez le définir ici. Si vous cliquez là, tac, vous avez le type d'objet que vous avez ou que vous allez ouvrir dans Photoshop. Hein, d'accord. Si je décide d'ouvrir l'objet dynamique ou d'ouvrir tout simplement l'image, eh bien l'image ici va s'ouvrir dans Photoshop avec ces paramètres-là. C'est-à-dire que l'espace ici colorimétrique est défini sur Adobe RGB 98 et non pas sRGB par exemple, et avec une profondeur de 16 bits. Ok, elle n'est pas redimensionnée et je n'ai pas de netteté prévue pour la sortie écran. Okay. Et là, si c'est coché ici, ouvrir dans Photoshop en tant qu'objet dynamique, eh bien vous aurez ici ouvrir un objet. Si vous le décochez, vous aurez ici ouvrir, d'accord, puis ouvrir un objet, mais si j'appuie sur majuscule, j'aurai ici ouvrir un objet, d'accord. Donc à vous de voir comment vous pouvez ouvrir cette image-là dans Photoshop. Laissez-moi un message si ça vous intéresse toujours de continuer avec Camera Raw, on a encore beaucoup de choses à dire. Et désolé pour cette vidéo un peu longue, mais voilà, si on souhaite que ça fasse pas 50 vidéos sur Camera Raw, il faut qu'elle soit un petit peu longue.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien cliquez sur j'aime, c'est hyper important. Si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien de cette chaîne, eh bien cliquez sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont déjà soutenu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.